Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte d'une particule magique, une particule qui n'a ni masse ni charge. Et nous allons voir par l'occasion que cette découverte a donné de l'étoffe à tisser pour les scientifiques. Allons-y. La découverte de cette particule, qui est le neutrino, est en relation avec la radioactivité, parce que cette histoire est étroitement liée à l'histoire de la radioactivité bêta. La radioactivité bêta comporte deux types d'émissions de particules. Il y a la radioactivité bêta-, qui est l'émission d'un électron et d'un antineutrino, accompagnant la transformation d'un neutron en proton. Et nous avons d'un autre côté la radioactivité bêta+, qui est la transformation cette fois-ci d'un proton en neutron, avec émission d'un positon et d'un neutrino. Durant l'émission bêta-, le nombre de neutrons du noyau radioactif ou le noyau pair diminue d'une unité et passe de n à n-1. Et le noyau de l'élément formé, ou le noyau fils, verra son nombre de protons augmenter d'une unité. Alors que durant l'émission bêta+, il s'agit de la transformation d'un proton en neutron, et donc le nombre de neutrons du noyau pair, il passe de n à n+1. Alors que le noyau fils verra son nombre de protons diminuer d'une unité. Ce que je vous dis ici, c'est-à-dire ces données-là, cette donnée qui consiste à dire qu'une émission bêta-, par exemple, c'est la transformation d'un neutron en proton accompagné d'un électron et d'un antineutrino, ça c'est notre connaissance actuelle. Mais avant, c'était autre chose. Les scientifiques, tout ce qu'ils voyaient, c'était un électron qui sortait du noyau radioactif. Autrement dit, un neutron qui devenait un proton accompagné d'un électron. C'est-à-dire un corps qui devenait deux corps. Et donc il faut dire que les physiciens, ils ont toujours vécu dans des situations, il existe des situations dans lesquelles des corps matériels interagissent entre eux seulement lorsqu'ils sont très proches. Et par ailleurs, il arrive souvent que cette interaction soit difficile à expliciter. Dans ce cas, le point de vue le plus simple consiste à dire que les particules subissent un choc. On suppose alors qu'ils n'interagissent pas avant ni après et que l'interaction se produit sur une durée très courte. Et contrairement bien sûr à l'usage courant du terme, une collision ici n'implique pas forcément qu'il y ait un impact. Ainsi, par exemple, le problème d'une comète qui passerait au voisinage du Soleil, il peut être vu comme une collision. Alors, considérons un noyau X au repos qui se désintègre spontanément en deux noyaux, X1, X2, de masse M1, M2. Alors, si nous appelons Q l'énergie libérée par la réaction nucléaire, et rappelons que dans ces réactions, il existe une infime différence entre la masse du noyau de départ et la somme des masses des produits. Et cette différence est responsable par équivalence énergie-masse de l'énergie libérée. Donc, connaissant l'énergie libérée et en tenant compte de la conservation des quantités de mouvement et de l'énergie
on peut calculer l'énergie des électrons émis. Et on trouve que cette énergie est fonction seulement des masses du neutron, du proton et de l'électron. Autrement dit, cette énergie est une constante, d'où donc une distribution en Dirac, si vous voulez, ou un pic. Les physiciens, au début du XXe siècle, cherchaient à étudier bien sûr, les caractéristiques du rayonnement bêta, notamment la vitesse des électrons émis. Les premiers articles publiés à ce sujet par Lise Meitner aboutissent à la conclusion que l'énergie, et donc la vitesse de l'électron émis, est propre à la substance émettrice. Cette conclusion est cependant remise en cause en 1911 par Jean Dennis, puis par James Kadwish, qui concluent tous deux à une variabilité de l'énergie des électrons émis par une unique substance. Donc cette distribution est continue. L'origine de la divergence étant expliquée a posteriori par la manière dont les expérimentateurs développent les plaques photographiques impressionnées par les électrons. La controverse est conclue après la Première Guerre mondiale par Charles Drummond, qui montre que l'échauffement d'un échantillon de radium sous l'effet de la radioactivité bêta correspond à une énergie moyenne des électrons émis compatible avec les conclusions de Kadwish et Dennis, mais pas avec celles de Meitner. La validité de l'expérience n'est pas contestée par la suite, mais elle semble impliquer un cas de non-conservation de l'énergie. Autrement dit, la distribution de l'énergie des particules bêta pour un type de désintégration donné suit une loi de probabilité. L'énergie moyenne de la particule bêta est à peu près 40% de cette énergie maximale, ce qui semble contraire au premier principe de la thermodynamique. Et par conséquent, le monde des scientifiques rentre dans une crise épistémologique. La non-conservation de l'énergie a plongé les scientifiques donc dans une crise épistémologique, et là, Wolfgang Pauli intervient pour sauver ce principe en postulant l'existence d'une particule et faire passer la situation d'un problème à deux corps à un problème à trois corps. C'est donc comme ça que, en 1930, lorsque pour expliquer la continuité du spectre des désintégrations bêta, sans remettre en cause le sacro-saint principe de conservation de l'énergie, Wolfgang Pauli suggère l'existence d'une particule sans masse, sans charge et de très faibles interactions. Donc il suggère que l'énergie manquante était emportée par cette particule qui était non découverte encore et qu'il baptisa neutron, mais qui sera renommé par la suite en neutrino. Les neutrinos ne seront pas observés expérimentalement avant 1956. Le calcul, cette fois, avec l'hypothèse de Pauli, s'accorde parfaitement bien avec le fait expérimental. Et donc, la désintégration bêta, selon l'hypothèse de Pauli, c'est qu'un neutrino se transforme en proton en émettant un électron et un antineutrino. Le neutrino
postulé par Pauli, en fait, était d'abord appelé neutron par Pauli. Et le nom fut changé suite à la découverte de Kadvich du neutron, de l'atome. Et donc, il sera appelé neutrino, qui veut dire petit neutre en italien. Et celui qui le baptise ainsi, c'est Enrico Fermi. Il fallut néanmoins attendre presque 30 ans pour que le neutrino soit découvert en 1956 pour la première fois et observé dans le premier réacteur américain. Actuellement, la science explique le phénomène de la radioactivité bêta par l'interaction faible, à l'intérieur bien sûr du noyau. Un neutron est composé de 2 quarks down et un quark up. C'est l'un des 2 quarks down qui se transforme en quark up en émettant un boson W-, et ce dernier donne un électron accompagné d'un antineutrino dans le cas de l'émission β-. Alors que dans le cas de l'émission β+, c'est un proton qui se transforme en neutron selon le même processus, le proton étant composé de 2 quarks up et un quark down, et c'est l'un de ces 2 quarks up, par l'intermédiaire de l'interaction faible, se transforme en quark down et émet un boson W+. Ce dernier donne un positon et un neutrino. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et à la prochaine.